暴れ足りない奴がいるのだ。来い、俺たちが相手をしてやる。 Ships on vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Soyez prêts à mourir. The fierce and the ice-cold currents brave and soar over new frontiers. Swords and sangers of a painting German shields and spears. 海賊王になる男だ。 Bonjour à tous, ici Egon et j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler calmement des deux derniers chapitres de One Piece. Comme d'habitude, Oda nous régale de plusieurs informations à propos de la mission du CP0 de la marine concernant l'arrivée des membres du Gorosei, le singe Garcia Saturne, mais avant tout l'identité tant attendue du traître Egghead et ses ambitions finales. Mais aussi l'une des plus grandes attentes de One Piece, Shanks le Roux qui passe à l'action pour de vrai dans le 1079e chapitre de One Piece. Raison pour laquelle je vais vous faire part de mes analyses et conclusions point par point d'une façon globale dans cette vidéo. Mais avant, comme d'habitude, n'oubliez pas d'envoyer un petit pouce bleu afin de faciliter le référencement de cette vidéo et de la chaîne tout en vous abonnant si ce que je fais vous plaît. Ainsi, sans plus tarder, passons à l'analyse complète des deux derniers chapitres. Déjà, le chapitre 1118 a comme titre temps d'évasion limité et il fait probablement référence au temps limité que les habitants d'Egghead ont pour pouvoir s'échapper de l'île avant sa destruction totale. Car oui, bien sûr, on l'avait tous déjà remarqué depuis plusieurs mois maintenant. Alors laissez-moi vous raconter sous forme d'un petit résumé bien sûr les événements qui nous ont amenés à cet incident majeur pour bien comprendre le contexte. Tout cela commence lorsqu'un scientifique du nom de Vegapunk, très intelligent et ayant ingurgité le fruit du Nomi, lui permettant d'emmagasiner toutes les connaissances du monde, faisant de lui l'homme le plus intelligent de son époque et peut-être même de tous les temps, car il avait 500 ans d'avance sur l'humanité. Ce dernier inspirait beaucoup à la paix dans le monde via ses recherches et ses découvertes. Mais en manque de ressources, il était obligé de s'allier avec le gouvernement mondial qui allait lui offrir toutes les ressources nécessaires. En échange, il devrait leur fabriquer des armes afin d'agrandir leur effectif qu'est la marine. Cependant, il y a 22 ans de cela, cette même instance qui avait interdit toute recherche concernant le siècle oublié avait rasé un pays entier car le docteur Clover, savant et ami du docteur Vegapunk, avait poussé ses recherches sur le siècle oublié, tout en découvrant même le nom de l'ancien royaume. Suite à ces fâcheux événements, Vegapunk comprit que la cruauté du gouvernement mondial était sans égale pour empêcher l'humanité de découvrir la vérité, et que ce sont ses recherches à lui qui allaient être utilisées pour faire du mal au peuple. Ainsi, étant lui aussi chercheur, il décide quand même de continuer à travailler avec le gouvernement tout en reprenant les recherches entreprises par Ohara grâce aux écrits qui ont pu être sauvés par les géants d'Elbaf après le massacre. Une fois que ces recherches sur le siècle oublié dépassaient celles d'Ohara et il y a précisément 3 mois avant notre chronologie actuelle, un traître a vu le jour sur Egghead et dans l'entourage du docteur Vegapunk. Il contacta ainsi la Terre Sainte de Marie-Joise et les informe que le docteur Vegapunk étudie le contenu du siècle oublié dans le but d'avoir une discussion avec les 5 doyens. Mais sa requête n'a pas été acceptée. Cependant, le gouvernement envoie quand même le CP5 pour enquêter et aucune preuve n'a été retrouvée alors que le navire du CP5 qui a quitté Egghead avait mystérieusement disparu, de même que celui du CP7 et du CP8 quelques temps après. Tous ne sont pas retournés au gouvernement une fois qu'ils avaient quitté le Egghead. Suite à cela, les 5 doyens ont été obligés de répondre en personne au deuxième appel du traître et une fois leur conversation terminée, ils ont conclu que le scientifique de génie avait trahi le gouvernement et ont décidé d'envoyer le CP0 pour assassiner le docteur Vegapunk peu de temps après. Et encore, les 5 doyens s'attendaient à des représailles de la part de Vegapunk. Donc l'un d'entre eux a décidé de se rendre à Egghead, escorté de l'amiral Kizaru et plusieurs renforts des bases de la marine en vue d'une guerre très proche. Mais c'est dans ce contexte que le navire du Yonko le fit au chapeau de paille s'est retrouvé à Egghead, troublant énormément le gouvernement mondial car il n'avait pas pris cette variable en compte. Ainsi, quoi qu'il en soit, le narrateur affirme que la conclusion de l'incident d'Egghead le lendemain secouera le monde entier d'une manière inouïe.
Voilà donc les événements qui justifient toutes ces organisations à grande échelle du gouvernement et de la marine. Vegapunk en sait plus que Ohara sur le siècle oublié et il a de quoi se protéger d'un assaut de la marine à l'encontre d'Ohara. Ainsi, la personne derrière tous ces problèmes et qui a tiré sur Shaka est York en personne. Elle s'est dévoilée car Shaka avait retrouvé le docteur Vegapunk et explique ses ambitions sur le fait de devenir un dragon céleste et d'éliminer tous les Vegapunk, car pour elle, un seul Vegapunk suffirait pour le monde, même si en réalité il y a des actions qui montrent qu'elle n'agit pas toute seule. Cependant, quelques heures plus tôt, elle comprit que le gouvernement mondial n'allait pas accepter ses exigences et qu'il cherche à éliminer toute personne au courant pour le siècle oublié, y compris elle-même. Elle déclencha ainsi son plan d'urgence après que le frontier d'homme a été remis en place et elle ordonna aux Séraphins d'éliminer tout le monde en épargnant que le Stella, les otages au sous-sol et elle. Mais que pour sauver les apparences, Esnek doit la pétrifier devant tout le monde et la libérer lorsqu'il n'y aura plus personne. Et pour finir, elle leur demande aussi de ne surtout pas endommager une certaine zone du labo. Mais il est clair qu'elle veut parler de la zone où se trouve l'installation du Punk Record. En parlant des Séraphins, ça se confirme encore une fois dans le 1079 où nous pouvons voir que, comme je l'avais dit, ils n'ont pas encore le niveau de commandant de Yonko du fait qu'ils n'ont pas la puissance offensive de ces derniers. Car en effet, on a d'un côté S-Shork qui attaque de plein fouet Sanji sans pour autant lui faire des dégâts. Mais cette attaque n'est pas à confondre avec celle de Queen car elle fait mal à Sanji et comme avec son exosquelette, il a pu se régénérer très rapidement à l'encontre de celle de S-Shork qui lui fait aucun dégât, même si d'après Sanji c'est le pouvoir de l'amour. Et de l'autre côté, on a S-Hawk qui se fait la malle car les mecs en face sont trop forts. Même si selon l'outil, il voudrait d'abord s'occuper des plus faibles afin de déstabiliser les plus forts. Cependant, on ne peut s'empêcher de faire un petit parallèle avec le grand Mihawk qui s'était aussi barré à l'arrivée de Yonko Shanks le Roux à Marineford. Et apparemment, quand c'est pas de l'arrangement de base, les deux ne combattent pas. Va savoir pourquoi. Au même moment où les habitants de Egghead sont en train d'embarquer sur un navire afin de fuir l'île, on aperçoit non loin un bateau s'approchant énormément de Egghead avec l'étendard des pirates de Barbe Noire. Mais puisque la semaine prochaine il y a une pause et que le 1080 sortira la semaine prochaine, j'en profiterai entre temps pour faire une vidéo spécialement sur l'arrivée de ce bateau de Barbe Noire à Egghead. On y est les amis et c'est enfin arrivé. Le Yonko Shanks le Roux passe à l'action pour de vrai et dans ce chapitre nous avons d'abord une petite présentation de la flotte du Roux avec notamment quelques-uns de ses vice-capitaines de la flotte comme le capitaine des pirates de la flaque d'eau, Gérotini au doigt bille, le chef des pirates du club social Fougar au dentier et la princesse des pirates bourgeois Puru Puru Grelotte. Mais apparemment il s'agit là d'une flotte connue pour être faible même s'ils ont quelques grands noms selon Killer et que leur présence se justifie par le fait que Shanks le Roux les protège via son drapeau de pirate. Ainsi, avant la bataille, Shanks qui est très humble dans son genre a d'abord demandé si Kid avait récupéré depuis son combat à Wano. Et Yasop, méchant dans son genre aussi, confirme à Shanks que Kid est même prêt à se battre. Et tout à coup, Shanks voit un sacré futur concernant Kid qui est sur le point de faire des sérieux dégâts sur la flotte du Roux. Alors pour éviter cela, il saute de son navire jusqu'à celui de Kid où il l'attaque avec une technique de HTR qu'on connaît déjà, le Kamusari, qui met KO Kid, Killer qui essaie de l'aider et quelques membres de son équipage en même temps. Une attaque totalement incroyable et tout ça en quelques secondes. Cependant, une fois qu'il a récupéré les rois poneglyphes de Kid, il ordonna à Dory et Brogy de détruire le reste du bateau avec l'équipage de Kid. Suite à ces événements, le narrateur nous dit que l'équipage de Kid, dirigé par Ustas Captain Kid, un homme qui vaut 3 milliards de berry, a été complètement éradiqué. Comme d'habitude, maintenant nous allons parler de quelques clins d'œil de deux derniers chapitres. Et on commence avec Esnek qui n'a pas vraiment envie de tuer les Vegapunk, mais elle est obligée d'obéir aux ordres qu'elle a reçus. Donc ça voudrait dire qu'elle a fait tout son possible pour tuer Pythagoras. Alors est-ce que lui et Shaka sont définitivement morts vu que l'un des objectifs de York est d'éliminer tout le monde sur tous les autres satellites? En numéro 2, on voit que Bonnie est toujours en train de pleurer devant les souvenirs de son père. On va très certainement revoir le flashback et comprendre ce qui se cache derrière tout ça, sans oublier que Vegapunk n'a toujours pas eu l'occasion de remettre à Bonnie le truc qui lui tenait à cœur. Autre chose en rapport avec le docteur Vegapunk, c'est la création de la Neomats par César Clown et Zeus.
de la mini-aventure du journal de bord Impassible du Germain 66 au volume 33. Ensuite, à numéro 3, puisque Kid est désormais hors course pour le One Piece, est-ce que ça sera le cas pour Trafalgar? Car lui aussi a en face le Yonko Barbe Noire. Et déjà, on sait que Shanks et Barbe Noire sont liés dans l'œuvre. Alors, on peut s'imaginer que Law aussi ne sera plus dans la course pour le One Piece en tant que capitaine. Oui, très certainement, mais le souci avec Law, c'est qu'il est quand même lié au siècle oublié, sachant que c'est aussi Indy comme Luffy. Donc, en résumé, Law va lui aussi perdre, mais il pourrait pourquoi pas rejoindre l'équipage de Luffy si Barbe Noire ne le tue pas. Donc, il pourra lui aussi découvrir le One Piece et l'histoire du siècle oublié. Et à numéro 4, il faut remarquer à quel point monsieur Eiichiro Oda est trop fort avec les dates. Car oui, il y a exactement 23 ans, le 27 mars 2000 sortit le chapitre 129 de One Piece titré Droit devant, où on a Dory et Brogy qui utilisent une puissante attaque combinée, le Hakoku. Et voilà que 950 chapitres plus tard, ils font exactement la même chose en tout point, excepté la chose qui reçoit l'attaque. Car la dernière fois, ils ont tué un énorme monstre marin tout en protégeant le navire de Luffy. Mais cette fois, c'est le navire de Kid avec les membres à bord qui encaissent tout le coup. Pour finir, on ne peut s'empêcher de voir à quel point la première attaque nommée de Shanks, le Kamusari, est une technique que seul le roi des pirates, Goldie Roger, avait utilisée contre Kozuki Oden dans le passé. Et suite à cela, plusieurs interrogations sont posées par beaucoup de la communauté One Piece à propos de son réel niveau. Mais il est clair que Shanks est bel et bien l'héritier de Roger. Mais aussi, je tiens à parler d'un ami à moi des réseaux sociaux, plus précisément Twitter avec comme pseudo Yonko, qui avait théorisé il y a déjà un bout de temps maintenant que Shanks se battait comme Goldie Roger. Théorie désormais confirmée, alors gros big up à lui. Une dernière chose à remarquer aussi, c'est que le Kamusari de Roger est apparu au chapitre 966 et celui de Shanks au 1079. Donc en faisant 1079 moins 966, ça donne le nombre 113. Mais aussi on a le chapitre 966 qui est sorti il y a environ 4 ans de cela. Et en les additionnant, on trouve le nombre 117. Et ce n'est pas tout. Au chapitre 1039, lors de la défaite de Big Mom, Kid utilisa son giga canon, mais on ne voit aucun des deux côtés de son canon. Alors que là, au 1079, on peut à peu près identifier le nombre 117 sur l'un des côtés du canon, correspondant à la somme entre la différence de chapitre et d'année des deux seuls Kamusari de l'œuvre. C'est peut-être une simple coïncidence ou fait exprès de la part de l'auteur, mais je tenais quand même à le souligner. C'est tout pour cette fois, ainsi j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je fais tout pour. Si oui, n'oubliez surtout pas d'envoyer un gros pouce bleu sur la vidéo afin d'augmenter le référencement de la chaîne, tout en vous abonnant aussi en activant les notifications pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.